J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire MLDZ est devenue un scandale d'État. Rien à dire, ce qui nous faisait énormément peur, ce que nous craignions, c'est malheureusement produit. Franchement, je ne pensais pas au début que ça allait prendre une tournure aussi gravissime. Mais force est de constater que l'État algérien est aujourd'hui mis en cause. Il va se retrouver sur le banc des accusés dans l'affaire d'MLDZ, qui est une affaire d'entreprise terroriste. Je rappelle que s'agit d'un crime terroriste. La justice française, à travers le parquet national antiterroriste de Paris, a officiellement reconnu que l'affaire MLDZ tombe sous le coup de la qualification de crime ou d'entreprise terroriste. On va expliquer tout ce qui s'est passé et on va expliquer ce qui n'a pas été encore dit. Mais d'abord, l'affaire elle est grave et on devrait faire preuve d'objectivité, de rigueur. S'il vous plaît, n'écoutez pas n'importe quelle source. Filtrez vos sources. Ce n'est pas le moment de faire du sensationnalisme et du clic à tout prix. Il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu ni de semer la zizanie. Il s'agit d'expliquer et de travailler sur la manifestation de la vérité, de comprendre la vérité, rien que la vérité. Il ne s'agit pas de dire qu'MLDZ a raison, il est beau, ou il a eu raison dans tout ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas de dire que le régime algérien est pourri, mafieux, à travers toutes ses composantes. Il s'agit juste de travailler sur la vérité des faits. La vérité des faits, c'est quoi? C'est qu'il y a un cyberactiviste blogueur. On ne l'aime pas, on ne l'apprécie pas, on n'aime pas ses méthodes, on n'aime pas sa façon d'atteindre la vie privée des gens, ses méthodes sont controversées. Ça, c'est autre chose. Là, on va parler du droit. Nous, en tant que journalistes, on s'intéresse aux faits. On ne s'intéresse pas à l'interprétation subjective des faits. On s'intéresse à l'analyse objective des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du mois d'avril 2024, le 29 avril, MLDZ a été kidnappé, enlevé et séquestré pendant 27 heures par des gangsters qui ont voulu lui faire du mal. Au départ, quand on enlève, on séquestre quelqu'un, c'est généralement pour deux buts. Ou pour le tuer, pour l'assassiner, ou pour exiger une rançon et le libérer ensuite. MLDZ, qui va payer pour MLDZ, qui va le libérer. C'est quelqu'un, un cyberactiviste, un blogueur. C'est pas un milliardaire, c'est pas un millionnaire. Si on l'a kidnappé, c'est pour lui faire du mal. Il a été libéré par la suite parce qu'il y a eu une mésentente entre les commanditaires de cet enlèvement et les exécutants de cet enlèvement. La justice française, au départ, c'était un simple tribunal qui relevait de Créteil, qui était en charge de ce dossier. Au départ, un tribunal à Créteil, c'est-à-dire un tribunal ordinaire. C'était pas une affaire d'État ou une affaire grave. Au départ, c'était un tribunal de Créteil, c'était un tribunal judiciaire de Créteil, qui était chargé de cette affaire. Ensuite, l'enquête était au départ confiée à la police française. Mais au regard des éléments qui ont été découverts et au regard de la personnalité d'MLDZ et des suspicions qui pesaient sur le régime algérien, comme il avait des problèmes avec le régime algérien, que des personnes liées au régime algérien auraient été tentées ou seraient peut-être impliquées dans cette affaire, pour lever tous les soupçons et pour donner à l'enquête un caractère officiel, un caractère très sérieux, un caractère très rigoureux, les autorités françaises, les autorités judiciaires françaises ont pris deux décisions. Suivez-moi bien pour que vous compreniez les faits, rien que les faits. Ni on est du côté français, ni du côté algérien, ni du côté d'MLDZ, ni du côté de ses adversaires, ou de ses fans. Nous sommes du côté de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la police française a été décisée de cette affaire. Elle a été confiée d'abord au niveau de la justice. Elle est sortie du tribunal judiciaire de Créteil et elle a été transférée au parquet national antiterroriste. Le parquet national antiterroriste en France, c'est la juridiction la plus stratégique, la plus sensible, parce qu'elle travaille que sur les affaires hautement sensibles. Et essentiellement le terrorisme. C'est un parquet, c'est situé, le parquet national antiterroriste en France, il est situé à Paris, mais il a une compétence nationale. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se produit en Corse, ou là qui peut se produire au nord de la France, à l'est ou à l'ouest, c'est là qui en relation avec le champ d'action du parquet national antiterroriste, c'est le parquet national antiterroriste qui s'en occupe. Le parquet national antiterroriste, il travaille sur quoi? Il travaille sur les affaires de terrorisme comme son nom l'indique. Quelle est la définition du terrorisme dans le droit français? La définition du terrorisme dans le droit français, c'est les infractions commises intentionnellement
ou en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc, toute entreprise individuelle ou collective qui veut troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur constitue pour le droit français des actes de terrorisme. La justice française a estimé que enlever Gabriel DZ, une personnalité connue, populaire sur les réseaux sociaux et suivie par des millions d'Algériens, vouloir lui faire du mal, le vouloir l'assassiner ou le séquestrer ou le violenter, relève d'un acte terroriste, parce que ça aurait pu troubler l'ordre public, et c'est de l'intimidation par la terreur, et ça pourrait troubler l'ordre public et nuire à la sécurité nationale en France. Donc, c'est un acte terroriste. À partir du moment où la justice française a décidé de confier l'affaire au parquet national antiterroriste et de considérer ça comme une entreprise terroriste, je rappelle que ce parquet, il a des compétences importantes. Il travaille, parce que quand on dit le parquet national antiterroriste, on pense ici en France, les Algériens qui connaissent pas la justice française, ils pensent uniquement qu'il s'agit d'attentats perpétrés par des groupes armés terroristes. Non. Les crimes terroristes, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les cas de torture, les disparitions forcées. Tout ça, c'est les champs d'action du parquet national antiterroriste parce que on estime que le crime, les pratiques, disparitions forcées, torture, crimes contre l'humanité, etc., relèvent du terrorisme. Le terrorisme, c'est pas uniquement les islamistes radicaux. Un État étranger peut pratiquer du terrorisme. Un simple individu qui n'appartient pas à une idéologie peut commettre à lui seul un acte terroriste. Donc c'est pour ça qu'on a confié l'affaire MDZ au parquet national antiterroriste. Quand on a confié cette affaire au parquet national antiterroriste, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus la police judiciaire française classique qui a enquêté sur le dossier. Le dossier a été transféré vers les services secrets français, qui sont la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le renseignement intérieur français. En Algérie, il y a aussi la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Les services de renseignement intérieur, dans tous les pays du monde, dans les pays structurés, qui ont des appareils sécuritaires développés, etc., quelle est leur mission? Les services de renseignement intérieur, c'est le contre-espionnage. C'est travailler sur, déterminer et lutter contre les menaces de sécurité qui sont internes, qui viennent de l'intérieur du pays, et d'identifier, de protéger le pays contre les espions qui viennent de l'étranger pour pénétrer ce pays, commettre des actes d'insécurité ou menacer la sécurité du pays. C'est pour ça qu'on parle du contre-espionnage. La DGSI est une brigade spécialisée de la police criminelle, qui relève de la cellule de la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police de Paris, qui est une brigade d'élite de la police française. Les deux ont commencé à enquêter avec le parquet national antiterroriste. Pourquoi cette décision? Parce que la justice française n'aurait pas fait de l'affaire. Les juges français, ils ont beaucoup de travail. Il faut comprendre qu'ici, il n'y a pas de politique en justice. En France, Sarkozy, ancien président de la République, ils sont en train de le poursuivre dans plusieurs affaires. La justice française. La justice française, elle est impartiale. Les juges, c'est un véritable pouvoir. Ça, les Algériens n'arrivent pas à le comprendre. Parce que chez nous, en Algérie, malheureusement, la justice n'est pas indépendante. C'est une république bananière, couscoussière. Il n'y a pas d'indépendance du pouvoir judiciaire. En France, le pouvoir judiciaire, il est indépendant. Même si les juges de siège ne relèvent pas du ministère de la Justice, même si les procureurs relèvent du ministère de la Justice, mais ils ont une indépendance de facto. Dans leur organisation, dans leur façon de travailler, ils ont une indépendance totale. C'est pour ça qu'on parle de la théorie des équilibres du pouvoir. En France, la justice, elle a beaucoup de travail. S'il n'y avait pas des éléments graves, et suffisamment graves et extrêmement dangereux, le parquet national antiterroriste ne va pas s'encombrer pour aller enquêter sur l'affaire MDZ. Il l'aurait laissé au tribunal judiciaire de Créteil. Pourquoi Créteil? Parce que l'enlèvement, il a eu lieu dans les environs de Créteil. Donc, ça aurait pu être une simple affaire de tribunal local. Non. Il y a eu des éléments graves. Quels sont ces éléments? Ces éléments, c'est que les services secrets français ont identifié un agent des services secrets algériens qui a le rang de consul adjoint. Consul adjoint du consulat d'Algérie à Créteil. L'affaire, il y avait deux affaires sur lesquelles enquêtaient les services secrets français. La première, Ahmed DZ. La deuxième, une affaire d'un fonctionnaire franco-algérien qui travaillait au ministère de l'économie et des finances Bercy, à Paris, qui était franco-algérien et qui était en contact avec ce consul adjoint. Pourquoi consul adjoint? Parce que en Algérie, les consuls sont des diplomates, les ambassadeurs c'est des diplomates classiques généralement, mais tous les vice-consuls ou les consuls adjoints sont généralement c'est des agents des services secrets algériens
qui sont envoyés à l'étranger, qui travaillent pour la direction de la documentation, pour la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, qui sont les services de l'enseignement extérieur, et qui, quand ils partent à l'étranger, ils sont pas déclarés comme agents des services secrets, ils sont déclarés comme diplomates. Ça, tout le monde le fait, c'est pas propre à l'Algérie. Même les services secrets français, vous trouvez les consuls adjoints, vous allez trouver, c'est une tradition pratiquement mondiale. Tous les grands pays qui ont des services secrets, les consuls adjoints, dans la principale mission est d'assister le consul général dans ses responsabilités. Le consul général, il gère le consulat, les services administratifs, la relation avec les ressortissants de son pays dans ce pays, les relations administratives avec les autorités locales du pays dans lequel il travaille. Le consul adjoint, il est adjoint, il est en train de l'aider. Mais réellement, tous les pays le font, le Maroc le fait, la France le fait, les États-Unis le fait, la Russie le fait, la Chine le fait. Tous les consuls adjoints, c'est des membres des services secrets qui sont envoyés à l'étranger pour des missions, pour surveiller la communauté à l'étranger, pour traiter avec les autorités locales, pour des missions bien précises, pour enquêter, pour un certain nombre, surtout que la France, pour l'Algérie, est un pays extrêmement important. Ça abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger, et il y a des relations historiques, sécuritaires et économiques extrêmement stratégiques. La France et l'Algérie, c'est un partenariat solide. Donc, pour le régime algérien, pour l'Algérie, comme pour le Maroc, comme pour beaucoup de pays, souvent, en France, les consuls adjoints des pays étrangers qui sont en France, ou les adjoints consuls, sont des membres des services étrangers des services secrets de leur pays. Donc, ce consul adjoint qui était en place en 2024, c'est lui qui a traité. On n'a pas son nom, ce consul adjoint. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas son nom. Et on n'a pas à donner son nom, parce que nous, on n'est pas des enquêteurs. C'est entre la justice algérienne et la justice française, c'est entre l'État algérien et l'État français. Ce consul adjoint, c'est lui qui a manipulé le fonctionnaire franco-algérien de Bercy pour que ce fonctionnaire franco-algérien utilise une femme de 46 ans qui travaille à l'OFII, l'Office français d'intégration et de l'immigration, qui est un organisme étatique en France qui est en charge de la gestion de toutes les données des étrangers qui vivent en France et de la gestion de leurs démarches pour obtenir leur titre de séjour. Et cette femme de 46 ans, elle a donné des informations précises qui sont l'état civil, les adresses, les coordonnées personnelles et précises d'une trentaine de personnalités c'est des personnalités politiques, ou des personnalités de l'opposition, ou certains hommes d'affaires, ou d'anciens dirigeants algériens, qui avaient des problèmes avec le pouvoir algérien actuel. Maintenant, MLDZ, maintenant Abdou Maroc, maintenant Anaya, maintenant beaucoup de gens. Mais, le consul adjoint, donc, il a été identifié par les services secrets français en charge du contre-espionnage. C'est un agent des services secrets algériens qui utilise la couverture de diplomate, consul adjoint, et qui cherchait à trouver des informations, à espionner, qui espionnait les opposants dissidents algériens qui sont installés en France. Jusque-là, c'est pas très grave. Parce qu'un agent des services secrets essaye d'espionner, on va dire, c'est son métier. Ce qui était grave, c'est qu'en avril 2024, il y a eu le kidnapping d'MRDZ. Et donc, au fil en aiguille de l'enquête du contre-espionnage français, ils ont trouvé une relation avec les principaux acteurs qui ont été les intermédiaires. Ils ont identifié les services secrets français, ils ont identifié les intermédiaires qui ont été désignés pour traiter avec les gangsters, pour kidnapper, enlever, séquestrer MLDZ. Et le consul adjoint, il y avait des contacts directs. Ils ont utilisé ils les ont mis sur écoute, il y a eu le bornage téléphonique, il y a eu une enquête minutieuse. Ici, ils ont tous les moyens technologiques, comme c'est une puissance, la France, comme un membre permanent du Conseil de sécurité. Le contre-espionnage français est très puissant, c'est pas n'importe quoi. Ils ont les moyens technologiques nécessaires, ils ont les moyens humains, ils ont mobilisé beaucoup de moyens pour déterminer avec exactitude s'il y a un lien entre le consulat d'Algérie à Créteil et des intermédiaires qui ont été utilisés pour demander à des gangsters d'enlever, de séquestrer un MLDZ. Les intermédiaires, ils sont au nombre de 2. Dont un, il est franco-algérien, et qui a un lien de parenté avec un autre fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil. Parce que dans l'affaire d'MLDZ, il y a 2 fonctionnaires. D'après ce que nous avons pu comprendre au cours de nos investigations, c'est qu'il y a 2 fonctionnaires du consulat d'Algérie à Créteil qui sont impliqués et cités dans ce dossier. Il y a le consul adjoint, qui n'est plus en France, vous allez comprendre pourquoi, je vais aller étape par étape, je te fais un mot, où il y a un autre qui est agent du consulat, il travaille pour le consulat,
consulat d'Algérie à Créteil. Ça, c'est un agent qui travaille pour le consulat, un fonctionnaire du consulat, qui travaille visiblement, selon nos sources, au sein du service visa. C'est-à-dire, il était responsable du service des enquêtes. Dans les consulats, c'est eux qui délivrent les visas. Comme en Algérie, quand on veut, qui délivre les visas pour la France en Algérie, c'est les consulats de France. Et ben, en Algérie, qui délivre les visas pour l'Algérie, les consulats algériens, en France, ce sont les consulats d'Algérie. Le service visa, il y a un service enquête. Avant de donner le visa à quelqu'un, il y a une enquête, on voit le dossier, s'il est bien constitué, c'est qui est cette personne, est-ce qu'elle est dangereuse, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse, est-ce qu'elle est suspecte, pas suspecte. Et ce fonctionnaire travaillait au sein de ce service. Et ce fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil était en contact avec un franco-algérien qui a été identifié comme l'un des intermédiaires, ou qui a joué un rôle en tout cas, avec les gangsters qui ont kidnappé MLTZ. Donc, il a été placé sous enquête. Et le fonctionnaire qui était son supérieur direct au consulat d'Algérie de Créteil, ce consulat adjoint, le consulat adjoint, il a quitté la France. Il a quitté la France au mois de décembre. Pourquoi il a quitté la France? Parce que, visiblement, en tout cas, c'est ce qu'affirment des sources françaises, c'est que quand les services de sécurité français l'ont identifié, il a pris peur, il a compris qu'il a été grillé, il a été exfiltré. Harbo, il a quitté la France, il a été rapatrié en Algérie pour lui éviter une arrestation, pour lui éviter des ennuis. Maintenant, vous allez me dire, mais Abdou, normalement, les agents consulaires, il y a la protection consulaire, il y a l'immunité diplomatique. Effectivement, il y a l'immunité diplomatique. La Convention de Vienne de 1963, effectivement, il y a la Convention internationale de Vienne de 1963, elle donne une immunité, une protection, une immunité diplomatique, y compris aux agents consulaires. Sauf que cette immunité n'est pas absolue. Quand vous lisez les articles, l'article 43 de la Convention de Vienne, l'article 41, les différents articles, l'article 53, l'article 10, la Convention de Vienne du 24 avril 1963, elle détermine les droits des agents consulaires. Elle leur donne normalement, ils n'ont pas, un agent consulaire, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le placer en détention. Et on ne peut pas l'impliquer on ne peut pas toucher à sa liberté ni à sa dignité, sauf dans un cas précis, quand il y a des crimes graves. Quand il y a un crime grave, l'immunité diplomatique comme l'immunité consulaire, elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. C'est pour ça qu'il y a des articles de la Convention de Vienne, et il peut être placé en détention s'il commet un crime grave et en présence d'une décision ou d'une autorité judiciaire compétente. Un crime terroriste, c'est un crime grave. Le crime de tuer, de payer des gens ou de demander à des gens d'aller séquestrer, d'aller enlever quelqu'un et de le tuer ou de lui faire du mal, c'est un crime grave. Donc, s'il y a un crime grave, la Convention de Vienne de 1963 permet aux autorités françaises d'arrêter un diplomate algérien. Comme s'il y a un crime grave commis en Algérie par un diplomate français, et ben les autorités algériennes peuvent arrêter ce diplomate français. Mais donc, le consulat adjoint, il a été rapatrié. Donc, certainement, il a pris connaissance ou l'a averti ou il a compris qu'il était cité dans deux enquêtes importantes. Donc, les autorités algériennes ont préféré le rapatrier. C'est pour ça qu'il n'a pas été arrêté, même s'il est cité dans le dossier. Donc, ça, c'est le consulat adjoint. Mais celui qui a été arrêté, qui a été placé en détention hier soir, dans la nuit du 11 au 12 avril 2025, par le parquet national antiterroriste qui relève du tribunal judiciaire de Paris, c'est un fonctionnaire du consulat d'Algérie qui, lui, a un passeport de service. Les simples agents consulaires n'ont pas de passeport diplomatique. Et ils ont un passeport de service, comme je l'ai expliqué. Les passeports diplomatiques, c'est pour les consuls, les vice-consuls, les adjoints, l'ambassadeur, les responsables importants, qui ont un certain rang. Un simple agent consulaire a un passeport de service. Où il y a un accord entre l'Algérie et la France sur les passeports de service. On en a parlé. Il date de 2015, voilà. De 2015 sont les passeports des services. Les passeports des services, auparavant, l'Algérie, depuis 2015, comme pour les passeports diplomatiques, ils n'avaient plus besoin, depuis 2014, voilà, depuis 2014, voilà, depuis 2014. C'est un accord qui a été signé à Alger le 16 décembre 2013. Ils pouvaient venir en France sans visa, ils pouvaient donc rester en France et séjourner en France sans avoir de visa. Donc, celui-là, c'est lui qui a été arrêté. C'est un fonctionnaire de l'ambassade, du consulat d'Algérie à Créteil.
Pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il y a des éléments matériels. Les Français ne vont pas, les autorités françaises ne vont pas s'aventurer à violer l'immunité diplomatique ou la protection consulaire d'un agent d'un État étranger s'il n'y a pas des preuves matérielles. Parce que les 2 personnes qui ont été arrêtées l'ont identifié que c'était lui, ce fonctionnaire qui était leur contact et qui leur a demandé de jouer un rôle controversé pour l'organisation du kidnapping et de l'enlèvement de MRDZ. Donc, c'est pour ça que nous avons un agent officiel qui travaille pour l'État algérien, qui travaille pour le consulat d'Algérie à Créteil, qui a été arrêté, qui a été placé en détention. L'autre, donc ce fonctionnaire qui travaillait, qui avait une fonction limitée au sein du consulat, il était placé sous la coupe au sein du consulat d'Algérie à Créteil, sous la coupe du consulat adjoint. Ce consulat adjoint, il est en Algérie. Donc, est-ce que la justice, maintenant, il y a 2 scénarios. Ou la justice française va le convoquer pour qu'il vienne, et son immunité diplomatique ne va pas être appliquée parce qu'il est soupçonné d'avoir commis un crime grave, ou la justice française peut lancer un mandat d'arrêt international, ou la justice française va envoyer une commission rogatoire en Algérie pour l'interroger sur place, pour demander à la justice algérienne de l'inculper et de l'arrêter et d'enquêter avec lui. Il y a plusieurs scénarios qui, après, on rentre dans les interprétations judiciaires. Moi, je suis pas avocat. On va pas rentrer dans les détails. Mais il y a plusieurs scénarios qui permettent à la justice française de demander son arrestation, d'être interrogé, ou de le convoquer, ou plusieurs outils. La justice française dispose de plusieurs outils qui sont reconnus par le droit international. Parce que quand tu commets un acte grave, quand tu es soupçonné d'avoir commis un acte grave, tu es recherché. Voilà pour le moment où est-ce qu'elle en est l'affaire. C'est pour ça que l'État algérien, il est impliqué. Il est impliqué par le biais de 2 personnes, consulat adjoint et un fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil. Il travaille pour l'État algérien. Maintenant, on peut dire, est-ce que c'est un comportement isolé? Sur le plan du droit, cette question est légitime. Ça peut être un comportement isolé, qu'elle a le consulat adjoint, avec son second ou son collaborateur au consulat, tout seul, ils ont décidé de faire du mal à MLDZ. C'est possible sur le plan du droit, c'est imaginable. Mais sur le plan de la logique, c'est très peu concret, c'est pas crédible. Ils sont pas fous c'est pas un consul adjoint qui va prendre la liberté d'aller tuer ou d'aller essayer de tuer ou de faire du mal à un MLDZ tout seul. Est-ce qu'il y a eu des instructions derrière? Qui a donné l'ordre? Qui sont les véritables commanditaires? Pourquoi 2 agents officiels de l'État algérien sont impliqués dans l'affaire MLDZ? Et pourquoi vouloir faire du mal à un MLDZ qui n'est qu'un blogueur, qui n'est qu'un cyberactiviste? C'est ce que l'enquête au niveau du parquet national antiterroriste va déterminer. Ce qui est préjudiciable pour l'État algérien, c'est qu'il y a des fonctionnaires officiels, des gens qui sont payés par l'État, qui parlent au nom de l'État, qui travaillent pour l'État, qui sont mêlés à cette affaire. Maintenant, du côté algérien, silence total. Moi, j'ai essayé depuis hier, 24 heures, de faire réagir les sources algériennes que je connais, qui sont très proches des autorités algériennes. Elles ne veulent pas réagir. Ou elles sont dans le déni. Oh, c'est pas vrai, c'est des fake news. Aucun agent d'État algérien n'a été arrêté. C'est des manipulations. Ou elles ne veulent pas dire, elles ne veulent pas parler. On ne connaît pas, on ne sait pas, on n'a aucune information. Ou tout simplement, elles ne nous répondent pas. Aucune réaction. Ce silence, il nous interpelle. Ce silence qui est gênant, on sent qu'il y a un silence gênant, c'est qu'ils sont dépassés. Ou les autorités algériennes, je pense qu'ils ne s'attendaient pas. Ils pensaient qu'en rapatriant l'adjoint consul, peut-être que l'affaire allait être étouffée. Ils ne pensaient peut-être pas qu'il y avait des indices matériels qui allaient mener vers le consulat d'Algérie à Créteil. Et bien les indices matériels sont entre les mains des services de sécurité français et sont entre les mains de la justice française. Et la justice française ne place pas en détention des personnes comme ça, sans aucune connaissance, sans aucune base matérielle. Voilà où est-ce qu'elle en est l'affaire MLDZ, et voilà pourquoi elle est grave, et voilà pourquoi elle implique l'État algérien, et voilà pourquoi l'État algérien ne peut pas rester silencieux, il doit s'exprimer, ou collaborer avec la justice française, ou rendre des comptes, ou faire parler les principaux acteurs, ou en tout cas communiquer, parce que là il s'agit de l'image de l'Algérie, de sa crédibilité et de sa dignité, de son honneur. Ce n'est pas digne d'un État d'être impliqué dans le kidnapping et l'enlèvement d'un simple blogueur, d'un simple opposant, d'un simple journaliste ou cyberactiviste.